Bonjour les troisièmes, fin de notre aventure sur la guerre froide. Nous allons parler aujourd'hui de la reprise des difficultés entre les deux grands et surtout de la fin de la guerre froide. Cette fin de la guerre froide, je vous en ai parlé la dernière fois, elle va commencer à partir de 1975. Finalement, on a des États-Unis qui veulent redéployer des missiles comme ils l'ont déjà fait et qui vont accuser petit à petit l'URSS d'être l'empire du mal au travers du président Ronald Reagan, c'est ce que je vous avais expliqué. L'image des soviétiques va être ternie par deux événements, l'un étant totalement lié à l'autre. Je vous avais expliqué, finalement, la mise en place d'une guerre en Afghanistan va monter une partie de l'opinion contre l'URSS et un certain nombre de pays vont décider, par réaction, de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou qui devaient avoir lieu en 1980. Au total, c'est 50 États qui vont refuser d'aller aux Jeux Olympiques. C'est une claque pour les soviétiques, puisque ça montre véritablement qu'ils ont un problème d'image et que petit à petit, la puissance ou le maintien finalement d'une, d'un contrôle sur le bloc de l'Est commence à se fragiliser petit à petit. Par la suite, ils se vengeront sans trop de problèmes, puisque lors des Jeux Olympiques de Mexico, ce sont les soviétiques et leurs alliés qui refuseront de venir se présenter aux épreuves. Il va y avoir au total trois grands événements qui vont marquer la fin de la guerre froide. Nous, pour l'instant, on voit que des tensions sont en train de remonter petit à petit, que la propagande est active, mais ce sont principalement trois événements qui vont avoir une résonance essentielle. Le premier de ces événements, c'est l'élection en 1985 de Mikhaïl Gorbatchev en tant que chef de l'Union soviétique. Gorbatchev, il veut apaiser les choses et il veut surtout amener des réformes sociales, des réformes vitales, des réformes économiques pour moderniser son État. Il va notamment mettre en place ce qu'on appelle la perestroïka, c'est-à-dire qu'il va mettre des réformes de modernisation de l'économie, il veut moderniser le niveau de vie, il veut améliorer les choses pour rattraper une partie du retard que l'Union soviétique a pris face aux Américains. Ça va être relativement mal accueilli par une partie de la population, mais surtout par une partie des dirigeants qui trouvaient que tout fonctionnait très bien jusqu'à présent, et il ne va pas avoir le soutien nécessaire, d'autant plus que ces réformes vont coûter relativement cher. Une des grandes politiques que Gorbatchev va mettre en place, c'est la mise en place du glasnost. Ce glasnost, c'est l'idée qu'on va arrêter de contrôler à 100% les États satellites du bloc de l'Est, qu'on va leur laisser finalement un petit peu plus de liberté, un petit peu plus d'autonomie. Ça va enclencher finalement des dissensions, ces États vont vouloir commencer à prendre des décisions par eux-mêmes, et surtout ça va enchaîner un certain nombre de crises dans certains pays. Première grande conséquence de ce glasnost, c'est la nomination d'un personnage important. Il va être le cardinal de Pologne jusqu'à présent, un pays ultra-catholique, dans un bloc de l'Est qui était plutôt anti-religieux. Et ce cardinal de Pologne va devenir pape sous le nom de Jean-Paul II. C'est une claque pour l'URSS, l'idée finalement qu'un personnage issu de ses rangs théoriques bien sûr, peut devenir un personnage influent dans l'Église catholique, donc à Rome, d'autant plus que Jean-Paul II, dans sa politique, va avoir tendance à critiquer l'Union soviétique et soutenir finalement les groupes qui s'y opposent. Le fait que Jean-Paul II, un Polonais, puisse avoir finalement une nouvelle destinée, va aussi petit à petit pousser un certain nombre de Polonais à vouloir faire de même, à prendre leur distance vis-à-vis de Moscou. Je rappelle que les rapports entre la Pologne et la Russie ne sont pas bons depuis des siècles, et donc les Polonais, dès qu'ils peuvent prendre une autonomie vis-à-vis de la Russie, ils le font. Ça se note notamment avec un certain nombre de grèves qui vont être mises en place, et notamment sur la fin de la période, des grèves qui vont être dirigées par des syndicats comme celui dirigé par Lech Walesa, qui sera le premier président polonais après finalement l'effondrement du bloc soviétique. Troisième événement qui va marquer finalement la fin de la guerre froide, c'est tout simplement la politique en RDA. La politique en RDA, elle est relativement rude, c'est un territoire relativement autoritaire, où beaucoup de libertés sont freinées, où on veut finalement mettre en place un système à la soviétique, mais avec des relents allemands, et petit à petit la population va commencer, par contre, à aspirer à autre chose. En sachant que dans le bloc de RFA,
la République fédérale allemande, l'Allemagne de l'Ouest, pareil, les gens commencent un petit peu à s'agiter, et on va avoir de plus en plus de populations qui voudraient réunir les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Ça va avoir des conséquences relativement fortes, puisque le 9 novembre 1989, après des manifestations qui durent depuis des jours, une partie de la population de Berlin-Est et de Berlin-Ouest décide de se réunir. Ils vont fracasser le mur de Berlin. Ils vont par là même finalement faire s'effondrer un pan tout entier de l'histoire. Et pour la première fois depuis 1961, certaines familles vont pouvoir avoir un contact physique les uns avec les autres. Si à certains moments de la détente, on a permis qu'il y ait des coups de téléphone qui puissent être mis en place, là, il y a véritablement l'idée que les deux populations allemandes ne veulent plus être séparées, elles veulent être réunies. Ça se retrouve dans certaines images emblématiques de l'époque. Le passage des Trabants, ces toutes petites voitures de l'Allemagne de l'Est, qui gagnent l'Allemagne de l'Ouest, finalement, l'idée que ces Allemands de l'Est aspirent à autre chose, aspirent à un modèle de vie plus confortable, plus riche et avec beaucoup plus de liberté. On va avoir aussi un certain nombre de personnalités qui vont prendre parti finalement dans cette histoire. On va avoir, je vous demande 2 petites secondes. Parmi les images célèbres, on a aussi des musiciens donc qui vont participer, qui vont jouer du violon, qui vont jouer finalement du violoncelle, de différents instruments, pour célébrer l'unification de la population allemande petit à petit. En 1989, donc, le mur de Berlin s'effondre, les Allemands se retrouvent. Petit à petit, la plupart des républiques populaires qui soutenaient l'Union soviétique vont commencer à se déchirer, à s'effondrer. C'est le cas de la Roumanie de Ceausescu, par exemple. Et ça va être une implosion petit à petit de l'URSS. En 1991, l'Union soviétique explose et devient la CEI, puis la Russie. Et désormais, tout ce qui était l'ancien bloc URSS en tant que tel a éclaté en 14 nouveaux États. Mikhail Gorbatchev va lui-même connaître des difficultés sur la fin de son règne. Il va être pris en otage lors d'un putsch, qui va donner naissance finalement à une personnalité politique, Boris Yeltsin, qui était le maire de Moscou à cette époque, qui deviendra le premier président de la Fédération de Russie, et qui sera finalement, entre guillemets, le maître à penser du président russe actuel, Vladimir Poutine. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Nous continuerons la prochaine fois. Je vous laisse avec la trace écrite. Je vous laisse avec les corrections que vous devez avoir. Vous allez avoir la correction de Berlin aussi. Je vous rappelle que tous les élèves sont censés m'avoir envoyé leur travail désormais. Sinon, automatiquement, il y a une sanction. Je vous remercie de votre écoute. À très vite. Comme d'habitude, vous respectez les règles de confinement, vous respectez les règles d'hygiène. Vous aidez un petit peu les parents à la maison, ça fera pas de mal. Je pense que la situation n'est pas simple pour nous tous, mais ça serait bien que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Merci de votre attention et à très vite. Pour finir, je vous en parlais tout à l'heure, Rostropovitch, donc ce grand violoncelliste qui a joué finalement pendant que les manifestations poussaient à l'effondrement du mur de Berlin qu'on distingue derrière, sur les derniers jours finalement de cette RDA et de cette RFA, avec finalement une ville qui voulait être réunifiée à ce moment-là. Autre document qui est dans ce lien-là, cette fois-ci une caricature qui reprend beaucoup des éléments de cette époque. On distingue un mirador qui rappelle l'impossibilité de passer d'une ville à l'autre, au-dessus des agents soviétiques, non pas des soldats de la RDA. Le mur de Berlin qui est en train de se faire fracasser par un homme dans un bulldozer, suivi par la population allemande qui, dans la joie et la bonne humeur, décide de passer le mur, avec ce Ich bin ein Berliner qui reprend finalement une phrase emblématique de Kennedy, qui pendant finalement la guerre froide voulait rappeler qu'on était tous un petit peu berlinois et que donc finalement ce qui se passait à Berlin, ça touchait l'intégralité de la population mondiale. Bon, cette fois-ci c'est fini, je vous remercie vraiment et je vous dis à la prochaine fois.